90 minutes business, l'invité. À 12h19 sur BFM Business, on accueille Arnaud Aimé. Bonjour. Bonjour. Associé chez SIA Partners, Stellantis a publié de nouveaux résultats records. On parle d'une augmentation de 26% du bénéfice net sur un an à 16,8 milliards d'euros. Arnaud Aimé, c'est quoi la recette de Stellantis ? Alors, la recette, c'est le succès du redressement historiquement de PSA par Carlos Tavares, avec notamment une stratégie qui a été basée sur moins sur le volume que sur la marge, c'est-à-dire se focaliser davantage sur des véhicules pour lesquels le prix et la marge sont plus élevés, privilégier des canaux de distribution aussi qui permettent d'être plus rentables. Ça passe par la réduction, par exemple, des volumes de vente aux loueurs automobiles. Tout ça, ça a permis de gagner en marge pour PSA à l'époque, et ça s'est maintenu et ça s'est augmenté même depuis la fusion avec Fiat Chrysler pour former assez récemment Stellantis. Donc ça, c'est la première clé du succès, c'est se focaliser sur des véhicules pour lesquels on peut faire de la marge. Aussi réduire les coûts et réduire en particulier le point mort. Aujourd'hui, le nombre de véhicules vendus par Stellantis comme par l'ensemble du marché d'ailleurs est plutôt stagnant ou même en baisse parce que il y a des pénuries de composants électroniques, il y a des problèmes logistiques, donc il y a moins de véhicules qui se vendent. Par contre, ils se vendent plus cher à cause justement de ces pénuries. Mais bon, puisqu'on est sur des volumes qui n'explose pas, il faut avoir un point mort assez bas, et c'est ce à quoi Carlos Tavares s'est attelé ces dernières années. Oui, mais Arnaud Aimé, vendre moins de voitures mais avec plus de marge, c'est aussi la logique de Luca de Meo, le grand rival, on va dire, français, le patron de Renault. Pourquoi est-ce que ça marche moins avec Luca de Meo qu'avec Carlos Tavares ? Alors, je ne suis pas sûr que ça marche moins qu'avec Luca de Meo. Luca de Meo est arrivé il y a 2 ans dans une situation qui était tout à fait sombre pour Renault, et là on voit plutôt un certain redressement. Renault, historiquement, et ça date d'avant Carlos de Meo, avait poursuivi essentiellement une stratégie de volume, produire plus, quitte à réduire l'utilisation des sites industriels, donc c'est une augmentation des coûts fixes, quitte à tirer un trait sur la marge sur chaque véhicule. Ça a été une ancienne stratégie de Renault qui n'est plus celle poursuivie par Luca de Meo depuis 2 ans, sauf que le retournement chez Renault, il est tout récent, donc les résultats commencent à se voir, mais pas du tout avec l'ampleur d'un Stellantis. Vous disiez que Renault est le grand concurrent de Stellantis. Renault n'est plus le grand concurrent de Stellantis. Oui, c'est ça. Le match, voilà, est-ce qu'il existe encore ? Alors, Stellantis joue parmi les poids lourds mondiaux, avec les Toyota, General Motors, le groupe Volkswagen, qui sont autour d'une dizaine de millions de véhicules vendus par an. Renault est devenu assez petit, en fait, et encore plus il y a 1 an, quand Renault a dû se défaire de son activité russe. La Russie, pour Renault, c'était le 2e marché après la France. C'était 20% des véhicules vendus, avec Dacia qui était très présent en plus d'Avtovaz. Donc Renault a dû faire une cure d'amincissement, mais permettant d'être profitable. Et Renault est à nouveau profitable, sauf que Renault, du coup, se retrouve aujourd'hui plutôt dans les petits constructeurs historiques. Renault, c'est plutôt 2 millions de véhicules vendus, donc très loin du podium de tête mondial. Ça peut être gênant parce que historiquement dans l'industrie automobile il y a des économies d'échelle qui sont faites, et Renault profite moins d'économies d'échelle qu'un Stellantis par exemple. Par contre dans le monde automobile il y a beaucoup de disruptions aujourd'hui, l'électrification bien sûr, mais aussi tout ce qui est véhicules connectés, développement de la conduite autonome, qui font que être agile, être petit, ça permet peut-être plus agile et d'aller plus vite sur ces nouveaux produits. J'aurais juste une question, parce que vous parlez beaucoup de Peugeot et tout ça, puis on voit défiler Chrysler, Fiat. Il y a quand même l'héritage de Sergio Marchionne derrière tout ça. Il y a quand même, il n'y a pas que Peugeot, et il y a quelqu'un qui avait fait un travail exceptionnel avant. Est-ce que le secret de Stellantis, c'est pas plutôt Sergio Marchionne que Carlos Tavares ? Je pense que c'est quand même les succès de PSA et donc de Carlos Tavares qui ont rendu possible la fusion avec Fiat Chrysler.
Et la fusion avec Fiat Chrysler, c'est aussi tous les atouts qu'a pu mettre en œuvre, disons, Sergio Marchionne. On se souvient, c'est encore assez frais, que ça faisait de nombreuses années que Fiat Chrysler voulait s'adosser à un autre géant mondial automobile. Des Allemands avaient été approchés. Renault aussi avait été approché assez récemment. Finalement, ça avait capoté et Fiat Chrysler s'était tourné vers PSA comme partenaire intéressant. Partenaire intéressant parce que Carlos Tavares avait réussi le redressement de PSA, le retour au profit de certaines marques, je pense à Opel notamment. Donc c'est fort des succès de PSA aussi que Fiat Chrysler est venu à PSA. Et ensuite, ce qu'il faut souligner, et vous avez raison Jean-Marc, c'est le centre de gravité du groupe Stellantis, qui n'est plus seulement européen, mais qui, grâce à Sergio Marchionne, est devenu franco-italo-américain, avec Chrysler et surtout Jeep et Ram, qui est un fabricant de pick-up aux États-Unis, mais qui ont beaucoup de poids dans Stellantis aujourd'hui. En un mot, Arnaud Aimé, ils sont où aujourd'hui les relais de croissance alors que la conjoncture du secteur automobile paraît assez incertaine au niveau mondial? Ça reste quand même sur le volume. Ça reste sur le volume, c'est-à-dire que Fiat Chrysler avec PSA, donc l'ensemble Stellantis, veut doubler au final son volume sur 10 ans, pour atteindre les 300 milliards d'euros à horizon 2030 contre entre guillemets seulement 180 aujourd'hui. Donc il y a quand même un aspect volume, et puis il y a bien sûr l'électrification, historiquement en Europe avec la réglementation, mais maintenant aussi aux États-Unis avec l'ambition de produire 5 millions de véhicules par an d'ici 2030. Merci Arnaud Aimé, vous faites déloger, je crois, en ce moment, associé chez SIA Partners pour ces commentaires sur les résultats de Stellantis.